Amis camping-caristes, bonjour. Ça y est, je suis rentré à la maison après plusieurs mois de voyage. Pour ceux qui me suivent, nous sommes montés au Cap Nord, on a fait 18 000 kilomètres. Et dans mes vidéos, j'ai expliqué comment a fonctionné l'antenne Starlink en traversant 12 pays, je crois. Enfin bon, ça marche merveilleusement bien. Dommage que l'abonnement soit si cher en itinérance. J'avais fait également une vidéo 51 sur les mesures de volume d'eau dans les réservoirs. Alors, je vais vous afficher à l'écran. Voilà. La première mesure que j'avais fait, c'était par ultrason. Donc, on mesurait la distance entre le capteur ultrason qui est sur le haut du réservoir et la hauteur de l'eau. Et avec cette différence-là, je l'envoyais en Bluetooth sur le smartphone, et au niveau du smartphone, ça affichait le volume d'eau qui restait dans le réservoir. Ça pouvait même vous le donner sous forme vocale, comme ça, le jour que vous remplissez le réservoir, vous avez le téléphone sur vous, et régulièrement, il vous dit, voilà, vous avez tant d'eau, tant d'eau, tant d'eau dedans. Et quelques litres avant la fin du remplissage du réservoir, le téléphone se met à vibrer pour vous informer que il est temps d'arrêter de remplir. Vous avez été nombreux à le tester, ce truc-là, à l'installer. Et il y en a quelques-uns qui m'ont dit, oui, mais il y a d'autres systèmes qui existent dans le commerce, et c'est vrai. Et le but de cette vidéo, c'est de vous parler d'un de ces systèmes que j'ai essayé, que j'ai testé. Hein. Et en fin de vidéo, je vous ferai voir, puisque je ne l'ai pas encore installé, je l'avais pas encore installé, mon ultrason, parce que j'étais en voyage. Donc là, ça y est, je suis rentré, je vais pouvoir le mettre sur mon camping-car. Donc vous verrez ça à la fin de cette vidéo-là, et vous faire voir comment ça se passe quand on remplit. Donc ça, c'était pour l'illustration. Après, qu'est-ce qu'il existe comme mesure de niveau d'eau? Eh bien, par la conductibilité de l'eau, hein, et c'est ce qui existe à l'heure actuelle sur la plupart des camping-cars, vous avez une électrode qui va dans le fond du camping-car qui est la masse, et puis vous avez une qui est un peu plus haut. Quand l'eau passe, le courant passe entre les deux électrodes, on vous dit vous êtes à 25. Si ça touche l'électrode du dessus, vous êtes à 50, celle du haut à 75 et celle qui est tout en haut à 100%. Mais vous avez des paliers de 25% en 25% de remplissage, vous ne savez pas d'une manière exacte. Pire encore, c'est que ça merde lamentablement, même si vous le nettoyez bien. Moi, c'est pour ça que j'ai été amené à faire un système à ultrasons, parce que même nettoyer, tous les connecteurs bien réglés, bien contrôlés, ça merde. Aussi bien les eaux propres que les eaux usées. Donc voilà, je m'étais lancé sur les ultrasons. La conductibilité de l'eau, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce qu'on n'est pas obligé de mettre plusieurs électrodes, on peut mettre simplement que 2 électrodes qui vont jusqu'en bas du réservoir. Et en faisant des mesures entre ces 2 électrodes-là, on est capable de savoir d'une manière proportionnelle si on est à 0, 5, 10, 15, 20, enfin de 0 à 100% d'une manière linéaire, on peut savoir exactement combien il y a de l'eau. Il y a aussi des mesures hydrostatiques, sujet du jour. L'hydrostatique, quand vous mettez un capteur de pression au fond du réservoir et que vous avez du liquide, de l'eau dessus, le poids du liquide sur le capteur permet de connaître la hauteur d'eau que vous avez dessus. Avec une petite réserve, c'est que ça c'est valable si vous êtes au bord de la mer. Si vous montez en altitude, vous avez la pression atmosphérique qui influence la pression sur le capteur, et l'idéal, c'est que le capteur qui est au fond de l'eau soit relié par un petit tube à l'extérieur pour mesurer une pression différentielle, avoir le poids de la colonne d'eau et la pression atmosphérique. C'est pour ça qu'il existe encore un autre système, c'est celui que je vais vous faire voir aujourd'hui, qui est fait sur le même principe de la pression hydrostatique, mais vous avez un tube qui descend dans le fond du réservoir. Quand l'eau monte dans le tube, ça pousse l'air qui est au-dessus, et comme l'air ne peut pas s'échapper, et que vous avez un petit capteur comme ça de pression différentielle, on mesure une pression hydrostatique
de l'eau qui pousse l'air. Et sur ces capteurs-là, vous avez un tout petit tube à côté qui mesure la pression atmosphérique. Alors, ces appareils-là sont faits, je ne sais pas où j'ai mis mon petit, voilà, c'est là. C'est surtout utilisé avec des tubes de pitot. Les tubes de pitot, ça sert à mesurer la vitesse d'air avec la pression statique, je dirais, latérale, et la pression dynamique de l'air qui rentre dans ce tube-là. Hein. Ici, on met le flexible sur le capteur. Ici, vous avez la pression statique, ici la pression dynamique, et avec la différence des deux, on peut connaître la vitesse. On peut mettre ça sur un drone, par exemple, pour savoir à quelle vitesse il va. En utilisant ce type de capteur-là, raccordé à un ESP32, comme j'ai mis sur les ultrasons, le ESP32 peut mesurer la pression hydrostatique différentielle dans le capteur et en déduire la hauteur de pression. Voilà, ça, c'est ce que je vais faire, je vais vous faire voir tout de suite après. J'ai mis en bas là un petit rappel pour vous donner quand même les pressions qu'on a pour mesurer ce type de hauteur d'eau. Hein, si vous avez 1 mm de hauteur d'eau, donc ce qu'on appelle 1 mm de colonne d'eau, hein, la colonne d'eau, c'est normalisé, ça, hein, 1 mm de CE tel que je l'ai écrit. Ça correspond à 9,80 pascal, 9,80666, ou 0,0098 kPa, ça vous donne déjà un ordre d'idée. Et si on raisonne en bar, c'est pour ça que je vous ai écrit ça, c'est 0,0000980 bars. Mais c'est des pressions très faibles. Il faut des capteurs hyper précis, mais ça existe. Hein. Et à partir de ce capteur-là, donc, on peut en déduire la hauteur. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Tous les tests que j'ai faits et surtout vous dire tous les problèmes auxquels on peut s'attendre. Voilà. Bon, regardons un petit peu les achats dans un premier temps. Donc, je vous ai remis en haut le capteur à ultrasons qui a 25,50 €, je crois. C'est écrit petit. Et juste en dessous, le capteur que j'ai acheté. Alors, ce capteur est au même prix que l'ultrason. Donc, il n'y a pas de différence parce que derrière, il faut mettre un ESP32 de la même manière. Donc, au niveau des coûts, hormis les flexibles, les petits tuyaux d'air, c'est quasiment la même chose. Hein. Alors, par contre, je vous ai marqué en dessous la précision. Donc, la mesure de ce capteur, on peut aller jusqu'à 6895 pascal, c'est-à-dire 70 cm de mesure, de hauteur d'eau, pour une précision de plus ou moins 3,5 mm de colonne d'eau, donc 3,5 mm d'eau. Mais ça, c'est sur la pleine échelle, hein, c'est sur les 70 cm. Moi, j'ai refait des calibrations. Hein, la calibration, elle est simple. Hein, vous mesurez le nombre d'euros à 0, on verra tout ça tout à l'heure, à 0, la pression atmosphérique, enfin, quand il n'y a pas de différentiel de pression, donc il n'y a pas d'eau, hein, la pression atmosphérique. Et puis après, bah, vous le montez à 150 mm, c'est la hauteur de mon réservoir. Et là, j'ai pris la mesure donc que me donnait le capteur différentiel. Et j'ai fait un étalonnage à ce niveau-là, ce qui m'a permis d'obtenir une précision de plus ou moins 1 mm. C'est-à-dire que si vous mesurez 100 mm, vous n'êtes pas sûr d'être à 99 ou à 101. Mais c'est infime quand même. Hein. Alors après, bien sûr, si ça bouge, il peut y avoir des petites variations, mais beaucoup moins qu'avec l'ultrason. Et vous verrez ça tout à l'heure, à la fin de cette vidéo-là. J'ai fait un tube pour l'ultrason pour casser un petit peu les mouvements d'eau, mais il est vrai aussi qu'on ne mesure pas le niveau d'eau dans le camping-car en roulant. On mesure à l'arrêt. Bon. Donc là, vous avez le capteur que j'ai acheté. Il y en a d'autres hein, dans le commerce. Il y a des plus précis, mais c'est beaucoup plus cher.
Et moins précis, c'est moins cher. Bon, j'ai acheté aussi ce petit raccord-là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est pour faire une réduction. Sur la petite tétine, je voulais mettre le capteur, le flexible, hein, le tout petit tuyau, comme ça, mais un peu plus gros pour aller jusqu'au capteur. Parce que le capteur, évidemment, il va falloir le mettre plus loin, parce que si vous le mettez juste au-dessus du bouchon, par exemple, bah, si jamais il y a de l'eau qui rentre dedans, il est mort. Donc il faut être sûr qu'il n'y a pas d'eau dedans. Et vous verrez qu'il y a d'autres problèmes. C'est que quand vous le mettez loin, il peut y avoir de la condensation dedans, il peut y avoir de l'eau qui reste et qu'il faut se les mesures. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai abandonné l'idée de l'installer. Entre autres, parce qu'il y a d'autres problèmes. Et puis là, je voulais mettre un tuyau beaucoup plus gros. On en reparlera tout à l'heure. Là, bah, c'est les tuyaux que j'ai achetés. Là, c'est du 10-13. Alors, le 10 va parfaitement sur le raccord que je vous ai donné et sur un tube cuivre 8-10 mm. Je vous expliquerai aussi pourquoi après. Ça, c'est d'autres flexibles que j'ai achetés. Là, c'est du PU, mais j'en ai acheté dans différentes qualités. Je vous expliquerai aussi pourquoi après. Et pour finir, bah, je vais vous faire voir là une petite vidéo des essais que j'ai fait avec la lecture sur le PC des différents niveaux quand je bouge, la répétabilité des mesures, et puis vous faire voir que c'est relativement précis quand même, hormis les problèmes qui vont survenir. Bon, regardons cette vidéo-là et je vous parlerai des problèmes après. Bon, on va regarder déjà l'écran. Ici, les 8223, ce sont les RAW, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est la valeur à 0 mm, à la pression atmosphérique. Donc ça, c'est la première calibration. Deuxième calibration ici, à 150 mm. C'est les 15 cm de la hauteur de mon réservoir. C'est le deuxième point. Voilà. Et ici, pour le 150 mm, je rentre la valeur RAW à cette hauteur-là. Et normalement, en faisant ça, on a quelque chose de relativement précis. Alors si on regarde de plus bas, ici, j'ai 7034 et 149,5. Bon, il y a un peu d'hystérésie. Il faudra que je fasse un petit filtrage sur la mesure. Alors c'est très difficile de voir parce qu'ici il y a l'eau là qui déforme un peu la hauteur. Donc là je suis à 150 et ici j'ai mis le repère en haut à 150. Alors j'ai plusieurs repères pour faire mes différentes calibrations, hein. Je les ai notés ici. Voilà, je regarde si c'est valable à 2, 5, 10 cm et 15 cm pour voir si c'est linéaire. Parce que j'aurais pu faire une calibration sur plusieurs points. Donc là, on a quoi? L'alimentation de l'ESP32 et 4 fils qui vont... Alors, est-ce que je vais pouvoir... Voilà. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le tube qui va plonger dans l'eau, et l'autre, c'est la pression atmosphérique. Et évidemment, quand on fait l'essai à 0, eh ben, il faut sortir le tube de l'eau. Alors, je remonte relativement haut. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire attention quand on installe dans le camping-car qu'il n'y a pas de contre-pente et qu'il n'y a pas de l'eau qui va dans le contrôleur. Et comme moi, j'ai prévu de mettre... Hop, là, oui, c'est pas facile. Voilà, là, c'est mon tube plongeur, hein. J'ai mis un tube fileté ici, dans lequel, en partie haute, j'ai mis une olive et j'ai serré. Et là, je vais venir mettre un flexible, enfin un tube souple, de 10 mm intérieur, parce que ça, c'est du 8-10, mes tubes. Alors, l'avantage de mettre un 8-10 dans le tube plongeur, bon là, je ne l'ai pas encore coupé, hein, c'est que le tube est relativement gros, ce qui veut dire qu'il ne va pas y avoir de gouttelettes qui risquent d'être coincées dans le tout petit tube, comme on a vu là, de 2,5 mm intérieur. Par contre, ça va servir de réservoir tampon, et quand ça va monter, eh ben, il y aura un certain temps de réaction avant que ça agisse
sur l'appareil, hein, sur le capteur différentiel. Bon, moi, je vais avoir un autre souci, c'est que comme je chauffe mon camping-car et que je le mets en surpression, c'est-à-dire que je travaille en tout air off, je vais avoir la pression qui est dans la cabine, enfin, dans l'habitacle, qui va être légèrement supérieure à la pression extérieure. Ça veut dire que là, sur le deuxième petit tube, ici, là, il va falloir que je mette un tube qui sorte dehors. Parce que le réservoir, lui, il y a le trop-plein qui est raccordé à l'extérieur. Donc le réservoir, lui, va être à la pression extérieure du camping-car. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait expliquer. Donc là, il faut que j'aille chercher la pression extérieure au camping-car avec un petit flexible, un petit trou dans le plancher. C'est pas, c'est pas vraiment un truc contraignant, mais si on veut être précis, hein, rigoureux, à chaque fois que je vais mettre mon chauffage en marche, eh ben, ça va poser un petit problème et une petite différence de niveau si on veut vraiment être puriste. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai fait tous les tests, j'ai fait les programmes, enfin, j'ai tout fait comme si j'allais l'installer, mais néanmoins, il subsiste des problèmes que je ne veux pas avoir, et à mon avis, j'ai pas trouvé la solution. C'est, alors, comme vous voyez à l'écran, le premier problème, c'est que les tubes que j'ai utilisés sont hydrophiles. C'est-à-dire que l'eau adhère à la paroi. Donc, quand l'eau monte dans le tube, ça comprime l'air, mais quand ça redescend, comme vous pouvez le voir, il y a des bulles d'air qui sont dedans. Donc pour éviter ça, il y a différentes solutions, c'est de trouver des tubes hydrophobes. Donc pour que la tension superficielle de l'eau ne permette pas de rester accroché aux parois. Et ces tubes sont essentiellement en PTFE et en silicone. J'en ai acheté, mais ça n'a pas réglé le problème. Donc c'est pour ça que vous avez vu, j'ai mis un tube en 8-10 en cuivre en intérieur, parce que plus vous augmentez le diamètre du tube, moins vous avez de risque que l'eau reste en suspension dans le tube, hein. Plus c'est large, plus la goutte d'eau est lourde et plus elle a tendance à tomber, surtout si la tension superficielle fait que sur un tube comme le cuivre, qui n'est pas réellement hydrophobe, mais il n'est pas non plus hydrophile, donc reste accroché. Effectivement, quand on fait monter et descendre de l'eau dans le tube de 8-10, il n'y a pas de... Comment dire, l'eau ne reste pas bloquée à l'intérieur. Mais le problème, il est que entre le tube et le petit capteur de pression différentielle, il faut mettre des raccords. Et ces raccords-là, malgré le serrage, ils fuient. Alors, si vous mettez la pression dedans et que vous le mettez dans l'eau, vous voyez aucune bulle partir, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous le laissez toute une nuit, par exemple, vous mettez, je sais pas moi, à 10 cm d'eau, hein, vous voyez bien la pression qui vous donne 10 cm d'eau, vous allez vous coucher, vous revenez le lendemain, ben, la pression, elle est descendue dedans. Pourquoi? Parce que l'air s'est échappé. Et comme l'air s'échappe, eh ben, la lecture, elle est fausse. Et pour que la lecture redevienne bonne, il faut sortir le tube, le replonger pour recréer une pression. Donc la moindre fuite fait qu'à la longue, les mesures sont fausses, et d'autant plus fausses qu'en fait, il faut sortir le tube ou vider le réservoir pour re-remplir pour avoir la bonne valeur. Vous voyez, un truc où on est emmerdé à la longue, quoi. Alors, il y a ça, et en plus, il y a la porosité du tube. Alors, pas le cuivre, mais le tube, les tubes en PTFE ou silicone ou autre, malgré qu'ils sont censés être étanches, en fait, ils sont pas étanches. Et alors, on voit pas des bulles, hein, mais sur des grandes périodes, l'air s'échappe. Donc ça, c'est un des soucis. Le deuxième souci, c'est qu'on peut se retrouver... Alors, il faut que le tube qui va entre le réservoir et le capteur soit toujours vertical, qu'il n'y ait pas de poche, parce que si vous mettez une poche et qu'il y a de la condensation dedans, la poche va avoir de l'eau dedans, hein, évidemment, et si cette eau-là ne peut pas redescendre dans le réservoir, ça pose un problème.
Je vous ai expliqué aussi que la surpression dans le camping-car, bon, tout le monde n'a pas de la surpression dans le camping-car, mais s'il y avait de la surpression dans le camping-car, ça peut poser des problèmes. Ouais, en tout état de cause, c'est pas toujours évident de passer un tube et de monter, allez, je dirais 10-15 cm au-dessus des réservoirs pour éviter qu'il y ait de l'eau qui revienne. Donc, l'installation est pas simple, et c'est pas garanti qu'à la longue, on soit pas emmerdé, donc je suis revenu à mon système à ultrasons, qui lui n'est pas en contact du tout avec l'eau, et alors ça, l'avantage de ce système-là, là, avec le capteur différentiel, c'est que dedans, vous pouvez avoir l'eau qui bouge, ça amortit un peu. Donc les fluctuations de l'eau fait que vous n'avez pas de grosses variations. Alors que sur l'ultrason, comme vous allez le voir après, le simple fait de remplir le réservoir, bah, quand l'eau arrive dans le réservoir, ça crée un peu de vagues. Et ça, les vagues font que bah, vous avez une variation de niveau. Alors après, on peut traiter ça en faisant des moyennes sur des périodes plus longues que ce que j'ai fait, pour pouvoir lisser, hein. Mais en règle générale, on lit pas le niveau quand on roule, seulement quand on est à l'arrêt, et c'est largement suffisant, largement suffisamment précis. Donc voilà pourquoi ce système-là marche très bien, hein, par capteur différentiel, hein. C'est très précis, mais c'est trop fragile et il y a trop de soucis qui peuvent survenir, à mon avis, hein, pour ne pas être embêté avec ce système-là. Alors peut-être que les constructeurs qui vendent, parce que ça se vend, ont trouvé un tube qui est performant, qui soit pas hydrophile, qui soit hydrophobe, voilà, si on veut utiliser les bonnes expressions. Et puis surtout qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des raccords, parce que s'il y a une fuite au niveau des raccords, et moi j'ai jamais réussi à avoir une fuite au niveau du raccord sur le capteur de pression différentielle, hein. Alors l'idéal aurait été de couler de la résine, hein, parce qu'à des moments j'ai fait des jonctions où je mettais les tout petits tuyaux qui vont sur le capteur dans un gros tuyau qui va sur le tube cuivre, et j'ai coulé de la résine époxy tout autour pour pas avoir de fuite. J'ai refait des essais sur une nuit ou deux, et n'empêche que ça continuait à descendre. Et je peux pas mettre le capteur dans la résine, parce que sinon je vais fausser les mesures, même si le tube est raccordé dessus, donc je trouve pas de solution technique à ça. C'est pour ça. Là, je vais vous faire voir donc mon système à ultrasons monté, et où je prends la mesure pendant le remplissage. Alors évidemment, moi, le remplissage, l'eau arrive dans le réservoir. Alors en plus, je ne sais pas trop exactement si ça arrive à proximité de ma colonne où où j'ai mis les ultrasons. Et vous allez voir, on va avoir des fluctuations de niveau, mais bon, ça marche bien, ça suffit largement pour remplir, et au moins on sait où on en est, en étant à l'extérieur. Allez, regardons cette petite vidéo. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, sur la photo là, c'est l'ancien bouchon. Et j'ai amené un câble électrique avec un convertisseur 12 volts 5 volts qui va directement sur la prise USB-C qu'on raccorde. Je vais vous montrer ça sur... Donc là, c'est le réservoir ouvert. Allez, on va aller un peu plus loin. Voilà. Là, ce que vous voyez, c'est que j'ai raccordé ma prise USB-C sur le processeur, mais avec un adaptateur coudé, USB-C mâle, USB-C femelle, parce que il y a le capot qui est au-dessus, qui vient fermer sur le plancher, donc je voulais pas que ça touche. Mais chez moi, j'ai la chance, je suis pas obligé de mettre ce petit raccord coudé, je peux le mettre directement dessus, puis plier un peu le câble, ça passe sans souci. Après, voilà, là on voit, quand je raccorde la petite fiche, voilà, et là je suis droit. Et là, en étant droit comme ça, je peux fermer.
Donc l'installation est simple, hein, on visse le bouchon, on veut démonter le bouchon, on débranche le fil. Le transfo, il est étanche, et il est entre le plancher, ça passe, et le réservoir, et je sors sous le lit, un peu plus loin, où il y a des alimentations 12 volts. Ça consomme trois fois rien, il suffit de mettre un petit fusible quand même par sécurité sur l'alimentation. Donc là, on va regarder concrètement, quand je remplis, ce qui se passe, et vous allez voir, bon, il y a des turbulences quand on remplit, surtout que j'ai beaucoup de pression là où j'étais, là, pour remplir, donc à l'intérieur du réservoir, ça devait faire des vagues. Mais, regardez, vous allez voir, c'est super sympa à utiliser et très pratique, je trouve. Voilà, je viens de lancer la phase de remplissage. 0 litre. Il me dit qu'il y a 0 litre, donc on va remplir. 0 litre. Ouais, on l'entend bien. On peut couper la synthèse vocale. Hein. Zéro litre. Voilà, ça démarre. Le remplissage démarre. 0 litre. Je vais tenir le tuyau parce qu'avec la pression... 0 litre. 0 litre. 0 litre. 15,4 litres. Ah, ça bouge un peu. 1 litre. 6,9 litres. Ça doit bouger un peu à l'intérieur. 20,8 litres. 22,3 litres. 26,2 litres. 17,7 litres. 30 litres. Alors évidemment, on peut laisser ça comme ça. 24,6 litres. Et quand le réservoir va être plein, il va se mettre à vibrer. Donc on peut l'avoir dans la poche. 30 litres. 30 litres. 33,1 litres. Bon, voilà. Alors j'ai pas besoin de remplir le réservoir tout de suite, je pars dans 2 semaines. Donc on va arrêter là. 29,3 litres. Tu peux couper l'eau s'il te plaît? 39,3 litres. Voilà, ça se termine. Donc comme vous l'avez vu, ça marche super bien. Évidemment, on pourrait toujours améliorer en faisant des lissages, hein, faire des moyennes sur beaucoup plus de mesures pour lisser le phénomène de vagues qu'on a à l'intérieur en remplissant. On pourrait aussi avoir un débit moindre sur l'eau pour pouvoir avoir une lecture plus stable, je dirais. Mais une fois que c'est rempli, le niveau, il est précis. Hein, il est précis au litre près, je dirais même au demi-litre près. Donc ça permet, si vous le souhaitez, par exemple, prendre une douche. Hein, ben, vous regardez avant et après la douche, et au litre près, ou au dixième de litre près même, vous savez combien vous avez consommé d'eau pour les douches. C'est important pour pouvoir faire des projections, et tout ça sur votre téléphone, et de manière beaucoup plus précise. Donc pour ceux qui seraient intéressés, donc, retournez voir la vidéo 51, où j'ai expliqué
comment réaliser ce produit pour très peu d'argent. Et puis j'ai donné tous les codes, enfin toute la méthodologie pour pouvoir réaliser ça. Vous avez été nombreux à le faire, et d'ailleurs non seulement à le faire, mais à l'installer avant moi, puisque moi j'ai fait cette vidéo, j'étais en vacances, j'avais pas le mobilhome, j'avais pas le camping-car, j'étais dans un mobilhome. C'est seulement là, en rentrant, que je viens de l'installer, et puis je vais partir en cure d'ici une quinzaine de jours. Donc je vais l'utiliser régulièrement, mais il n'y a aucun souci. C'est pas comme les électrodes, ça s'encrasse. Là, il n'y a pas d'encrassement possible puisque les émetteurs, pardon, récepteurs des ultrasons sont tout en partie haute. Donc normalement, il n'y a aucune perturbation possible, hormis la température qui peut jouer d'une manière infinie parce que on est à 20 degrés dans le camping-car, hein. Même si on passe à 30 degrés l'été ou autre, c'est pas ça qui va influencer les mesures, et c'est toujours beaucoup, beaucoup plus précis que ce qu'on a à ce jour. Je vois pas pourquoi ils font pas ce genre de choses. Bon, passons. Je vais m'arrêter là. Pour une fois, ça n'a pas duré 2 heures. Et puis, bah, la prochaine vidéo, je sais pas ce que ça va être, parce que j'ai plein de projets en cours. Et vous savez, je les fais pas souvent les vidéos parce que les développements sont longs. Voilà. Et surtout là, mon système de chauffage avec récupération de chaleur pour pouvoir produire de l'électricité, hein. Je vous invite à aller la voir parce que c'est un truc qui est super. Je cherche un constructeur, mais les constructeurs sont pas forcément informés de mes développements, donc voilà. Pour fabriquer ce chauffage gasoil qui permettrait non seulement de chauffer l'eau, évidemment, mais surtout de produire de l'électricité. Et comme vous avez pu le voir, plus il fait froid dehors, plus je produis de l'électricité, et puis gratuitement en plus. Et on peut produire du 400 watts quand vous avez moins 10 dehors ou moins 20, vous montez au Cap Nord, et ben non seulement vous chauffez, vous consommez pas plus de carburant, puisque j'ai optimisé le rendement du chauffage, et en plus de ça, à chaque fois que le chauffage y tourne, il produit 400 watts-heure. C'est énorme. Alors ça, c'est prévisionnel, hein, puisque je ne l'ai pas fabriqué, mais mes calculs, je suis sûr de moi. Sûr de moi sur les calculs, mais après, il faut voir dans la réalité, c'est comme tout, il faut réaliser un prototype, voir les problèmes qui peuvent survenir auxquels on n'a pas pensé, contrôler les échanges thermiques que j'ai calculés, mais après, dans la vraie vie, des fois, il peut y avoir des petits écarts, mais globalement, c'est à quoi on peut s'attendre. Donc, allez, je m'arrête là, allez voir les vidéos. Alors, je vous demande pas de vous abonner, de mettre des pouces ou des choses comme ça. Vous savez, moi, ici, je parle technique, il n'y a pas de baratin pour vous vendre du matériel, et je vous demande pas de vous abonner ou autre. Si vous vous abonnez, bah, tant mieux. Vous serez informé comme ça des prochaines vidéos. Voilà, c'est tout, mais pas de sponsor, simplement du plaisir de jouer avec la technique, avec les équations, avec la physique. C'est hyper passionnant. Je m'arrête là. À la prochaine. Au revoir.